Bonjour, bienvenue dans cette réunion que nous avons aujourd'hui. Nous allons aborder deux sujets passionnants, à mon avis, sinon je ne les aurais pas choisis. C'est celui de créer votre image de marque et de réaliser la synthèse de votre histoire personnelle. Pourquoi? Pour cela, il faut revenir à l'ensemble. Vous avez au moins franchi l'auto-évaluation et peut-être même le ciblage. Le schéma général de ce que nous faisons est orienté vers l'action. C'est orienté vers l'obtention, la découverte, tout ce que vous voudrez, du poste idéal le meilleur possible. Il faut que ce soit réaliste, mais il faut aussi que ce soit votre idéal qui corresponde à vos valeurs profondes, à vos passions, à vos compétences, à vos réalisations. Il faut que ce soit réalisable et que ce soit fondé sur prendre les postes sur lesquels vous êtes compétent et vous connaissez vos concurrents et votre monde. Mais il faut aussi prendre des entreprises qui sont similaires et qui sont peut-être plus passionnantes et qui ont une croissance meilleure et où toutes vos compétences sont utilisables. Et puis, après, il y a l'art de l'approche, comment approcher les gens. Il faut éliminer les pensées négatives, la plus importante étant que les gens vous en veulent de leur faire perdre du temps. Je m'excuse d'employer ce terme, mais c'est une idiotie. Les gens sont là pour aller recruter des collaborateurs pour faire croître leur entreprise. Vous proposez vos services, et ce n'est pas sans raison, puisque vous avez évalué un petit peu qui vous êtes et ce que vous pouvez faire. Vous pensez bien qu'eux trouvent ça tout à fait normal et que jamais ils n'ont l'idée que vous leur faites perdre du temps en les voyant. Au contraire, ils sont reconnaissants que des gens s'intéressent à leur entreprise, les approchent eux, ils trouvent ça tout à fait normal. Et s'ils sont là pour ça, ils sont payés pour ça, quel que soit le niveau de l'entreprise. Si pour des raisons d'efficacité, ils doivent être plutôt l'un que l'autre, parce qu'on s'organise comme ça, très bien. Et puis, on a parlé beaucoup des outils de marketing et de vente que sont la page LinkedIn, votre blog si vous en avez, ou les communications que vous pouvez avoir, de posts sur LinkedIn, évidemment, la lettre de motivation et le curriculum vitae. On a parlé de tout ça, ou on en parlera si vous n'êtes pas encore à cette phase numéro 4. Tout ça est lié. Et puis, vous avez l'interview, la conversation que vous allez avoir avec l'entreprise. Le sujet d'aujourd'hui part d'une réflexion fondamentale sur comment se vendre, comment être recruté et comment performer. Parce que ce n'est pas la peine de faire tout cet exercice si c'est pour échouer à la fin. Et on a constaté que ceux qui réussissent, ce sont des gens qui ont développé une image de marque. Et dans le cours, vous avez bien sûr des éléments sur le branding, l'image de marque personnelle que vous devez avoir. Bon, ça met 10 ans, ça met 50 ans, ça met autant de temps qu'on veut, ça peut mettre une semaine, un mois, un an. Là, vous êtes dans le temps, vous êtes pressé. Il faut que dans les mois qui viennent, vous ayez une image de marque à peu près correcte. Et c'est pour ça que dans toutes nos recommandations, nous vous suggérons d'avoir des outils qui correspondent à la recherche que vous avez ou aux diverses pistes que vous avez. Parfois, il faut en avoir deux si vous recherchez dans des pistes extrêmement différentes. Alors, on va aborder le problème numéro 1, c'est
quelle image de marque optimale devez-vous rechercher? Alors, vous ne pouvez pas avoir la même image de marque si vous le faites sur 3 mois ou 2 mois, que dure votre recherche de poste idéal, ou si vous mettez 10 ans. Mais vous pouvez faire le maximum pour avoir une image de marque en harmonie avec votre recherche. Alors, nous allons aborder dans une première partie comment optimiser son image de marque. Comment la construire si vous n'en avez pas encore. C'est même le plus simple, c'est de partir de zéro. Mais si vous avez déjà une première image de marque que va vous donner automatiquement votre curriculum vitae, vous allez passer au stade un peu plus sophistiqué de développer de façon volontariste une image de marque qui va servir votre recherche. J'avais à l'origine 10 étapes. Je les ai réduites à 7 parce que l'étape suivante de l'image de marque, c'est quelle histoire vous allez raconter de vous-même. Prenons déjà la construction de votre image de marque. Alors, vous allez tout d'abord vous poser une question simple. Quelle image dois-je avoir pour impressionner les recruteurs éventuels quand ils consulteront ma page LinkedIn? Ça, c'est un premier point. Donc, vous allez répondre à des questions que les gens se posent. Quelle est votre spécialité? Quelle est votre zone de compétences? Qui peut vous recommander? Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a de très bons résumés sur ce sujet, comment optimiser sa page LinkedIn. Mais il faut qu'il y ait une harmonie totale entre votre objectif de recherche et votre image de marque. Vous pouvez avoir une image de marque légèrement déviante par rapport à votre objectif, et ça c'est tout à fait bien, qui peut le plus, peut le moins, mais il ne faut pas que ce soit une contradiction totale. Donc vous allez réfléchir dès le départ sur quelle est l'image de marque que je veux projeter. Ce n'est pas un exercice difficile, parce que vous savez à peu près ce que votre recruteur idéal a en tête. À partir de cette définition initiale, il faut vous concentrer sur la zone où vous êtes excellent et ne pas avoir peur d'en parler. Parce que vous pouvez avoir une image de marque de financier, mais si vous êtes excellent en fusion-acquisition, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ou bien en gestion patrimoniale, ou bien en stratégie. Vos zones d'excellence doivent ressortir de multiples facteurs. Des groupes auxquels vous appartenez, vous pouvez vous inscrire dans des groupes sur LinkedIn. Je ne fais pas la publicité de LinkedIn, mais je dois dire que c'est le meilleur véhicule à l'heure actuelle. Vous pouvez vous inscrire sur des groupes ailleurs et mentionner que vous êtes membre de telle association, doit être indiqué clairement. Alors vous avez rédigé votre biographie, elle est la base factuelle de votre image de marque. Il faut bien en tenir compte quand vous indiquez vos objectifs, ce que vous souhaitez comme poste, dans toutes les communications que vous faites, ça doit être en harmonie avec votre image. Vous devez rappeler quelle est votre compétence et quelle est la spécialité dans votre compétence. L'excès de modestie est une erreur, mais il faut que ce soit vrai, authentique et incontestable. Et ça se réalise par des exemples, des histoires, des petites histoires que vous allez indiquer, qui sont les résultats concrets de vos actions à tel ou tel moment.
Bon, vous allez vivre un peu les réseaux sociaux, vous pouvez réagir à des informations qui sont données et donner votre point de vue. Vous pouvez aussi lire des articles qui sont passionnants et les recommander à la lecture à tel ou tel groupe de personnes que vous choisirez. Il faut, pour avoir une image de marque, il faut se former à la communication. Alors, je ne parle pas seulement de la communication en groupe, où vous prenez la parole pour exposer un point de vue, mais je parle des communications téléphoniques, des communications verbales que vous pouvez avoir sur votre propre poste. Par exemple, j'ai souvent indiqué qu'il fallait pouvoir indiquer qui on était et ce qu'on recherchait en 15 secondes. Avoir préparé, par écrit d'abord et ensuite le mémoriser, un pitch personnel de 15 secondes qui répond à la question: et vous, qu'est-ce que vous devenez? On se connaissait, on ne s'est pas vu depuis 10 ans. Je me souviens, il y avait un contrat où on a travaillé ensemble. Et il vous dit: qu'est-ce que vous devenez? Il faut que vous puissiez répondre de façon claire, nette, précise, où vous en êtes, ce que vous recherchez, votre spécialité, ce que vous avez réalisé. Et dans la foulée, vous puissiez communiquer que vous êtes intéressé à l'heure actuelle par une opportunité. L'image de marque donne l'impression qu'on est un produit de grande consommation. Rien n'est plus faux. C'est vous, en tant qu'être humain, votre personnalité, votre pugnacité, votre volonté, votre culture. Il ne faut pas limiter son image de marque à ses compétences actuelles et, et, et présenter une vision trop étroite de qui l'on est. Il faut aussi pouvoir indiquer vos goûts, vos voyages, les fréquentations que vous avez, vos connaissances de l'économie en général, de l'évolution de l'économie par rapport au secteur où vous avez des communications en cours. Il faut élargir un petit peu vos connaissances. Quelqu'un qui a été en Chine doit pouvoir parler de son expérience avec la civilisation chinoise dans la partie où il était. Alors j'ai indiqué très souvent dans des webinaires antérieurs comment utiliser les réseaux. Les réseaux doivent être utilisés à bon escient pour aider les gens tout autant que pour profiter d'eux. Il ne faut pas être un profiteur égoïste. Le principe du réseau, c'est l'échange. Donc, vous informez des gens en leur donnant des articles, c'est des intéressés, et ça peut les passionner ou non, mais vous pouvez initier des commentaires. L'autre jour, j'ai vu un commentaire de Jacques Attali, qui était un conseiller spécial de François Mitterrand, qui est un homme intelligent, qui a écrit beaucoup de livres, qui était président d'une banque à Londres. Il indiquait que lui sélectionnait les gens en fonction d'un critère, qui n'est pas le critère de l'intelligence, de la compétence, du savoir, etc., de l'IQ, ou du QI en français, mais sur la niaque, la capacité de se débrouiller, la capacité de persévérer, la capacité d'enfoncer les portes. Quand une porte est fermée, faire comme dans les films américains, l'enfoncer. J'ai trouvé que cet article était intéressant, parce qu'effectivement, les gens qui réussissent, c'est les gens qui ont un projet, qui n'abandonnent pas à la première objection, qui n'ont pas trop d'idées négatives, qui poursuivent dans ce projet, ils savent qu'ils ont raison. Ceux-là, ils sont en dessus du lot. Et on aime bien, en tant qu'employeur, être représenté par des personnes comme ça. Maintenant qu'on a vu la question de la nécessité de développer une image de marque,
par tout moyen, je vais répondre à la question fondamentale qu'on va vous poser un jour, une fois que vous avez passé les interviews, on vous pose vos compétences, votre personnalité, les circonstances dans lesquelles vous êtes entré dans telle entreprise et les circonstances dans lesquelles vous avez quitté, les problèmes que vous avez surmontés, les difficultés parfois que vous avez dû rencontrer et comment vous les avez résolues. Tout ça, c'est bien, c'est le jeu des interviews. Mais il y a une question supplémentaire. C'est parlez-moi de comment vous avez décidé d'être là où vous êtes. Quelle est votre histoire? Alors, il ne va pas poser la question comme ça, en disant quelle est votre histoire. Non. Il va vous poser la question indirectement, en vous disant racontez-moi comment vous avez été amené à entrer dans l'industrie du vin, ou du luxe, ou de la banque. Qui êtes-vous? Et c'est très important parce que s'il n'y a pas de réponse claire à cette question, on peut vous recruter, si vraiment l'entreprise a besoin de vous, mais on ne sait pas qui vous êtes. Et c'est très important. Cette espèce de besoin de confiance, de lien personnel ne peut être acquis que si on connaît vos qualités, vos défauts, votre vulnérabilité, votre histoire personnelle, je vais même jusqu'à dire votre famille. Dans les sociétés américaines qui vont jusqu'au bout, au début, quand je commençais à faire de la chasse de tête, quand un candidat a été choisi pour un poste d'une certaine importance, on invitait sa femme à dîner. Et tous les quatre, le recruteur, sa femme, inviter la femme pour voir comment était le couple, pour avoir une meilleure connaissance. Parce qu'on considère que l'épouse fait partie, ou l'époux font partie de la vie, ce qui est normal. Et donc, si on veut connaître les gens, il faut connaître un peu leur famille, sans être indiscret. Bon, ça m'avait frappé à l'époque, mais on le faisait systématiquement. Pour les postes de direction générale ou direction générale adjointe, pour les postes élevés. Alors, nous allons aborder comment être prêt à raconter votre histoire personnelle. Alors, je précise, ce n'est pas votre biographie qu'il faut raconter, ça vous l'avez, ce n'est pas votre curriculum vitae, tout ça a été donné. Moi, je parle de qui vous êtes, comment vous avez répondu aux challenges de la vie, comment vous avez résolu des problèmes, et l'intérêt de votre histoire, c'est d'en connaître à la fois les difficultés, les vulnérabilités, et d'être authentique, de vous donner l'occasion d'un récit authentique qui vous crédibilise sur le plan à la fois rationnel et émotionnel vis-à-vis de l'employeur. Ça s'applique aussi à l'associé ou à la banque. Hein, ça peut s'appliquer à des personnes dont vous dépendez énormément. C'est vrai aussi dans les affaires. Si vous voulez avoir une relation stable avec un fournisseur, il faut qu'il ait confiance en vous. Donc, des rapports personnels peuvent peut-être s'établir qui renforceront votre crédibilité effective sur le plan compétences et rationalité. Il y a un moment où le lien doit dépasser les intérêts économiques, parce que les liens se passent dans le temps, dans la durée, et parfois ça dépend de la confiance. On ne peut pas tout prévoir dans des contrats. Donc, soyez prêts à raconter l'histoire de votre vie sous un angle favorable, bien entendu, qui donne confiance, qui accepte votre vulnérabilité, c'est très important, sinon elle n'est pas authentique.
Quelqu'un qui n'a jamais eu de difficulté est un menteur. C'est pas très bon. Et comment vous avez surmonté ces difficultés? Quelle approche? Quelle, quelle personnalité, quelle qualité personnelle avez-vous pu dégager qui a permis de faire qui vous êtes? Alors je dois dire que je suis d'autant plus intéressé de vous parler de ce sujet que moi-même, je me suis très souvent posé cette question. Pourquoi suis-je là où je suis? Pourquoi suis-je devenu chasseur de tête? J'aurais pu devenir ingénieur ou opérationnel ou directeur d'usine ou chef d'entreprise. J'ai choisi d'être chasseur de tête. Et puis je me suis posé la question à un certain moment, quel type de chasseur de tête suis-je? Quelle est ma méthode? Il y a eu des nœuds dans ma vie, des points clés où j'ai changé d'attitude. Pourquoi? Celui qui a la réponse à cela me connaît. Et si on me demande simplement ma carrière, je donne un CV et les gens ne savent rien sur moi. C'est pareil pour vous. Pourquoi êtes-vous là où vous êtes? Qu'est-ce qui vous a amené là? Quelles sont les difficultés que vous avez eues dans votre vie? Et comment les avez-vous surmontées? Quelles réalisations avez-vous obtenues? Si vous arrivez à convaincre quelqu'un d'une histoire authentique et passionnante, c'est gagné. Alors j'ai fait un préambule sur ce qu'était l'histoire d'une vie. L'histoire d'une vie, ce n'est pas la biographie historique. J'ai fait telle école, j'ai eu tel maître, j'ai eu telle note à l'examen d'entrée à Polytechnique. Ça, c'est rien. Je me souviens d'un banquier à qui j'ai demandé de me raconter l'histoire de sa vie, et je m'en souviens encore. Sa réponse a été: je suis sorti premier de l'ENA. Très franchement, je ne révélerai pas son nom parce que je trouve ça lamentable. Quelqu'un qui identifie sa vie au fait d'être sorti le premier de l'ENA, est-ce qu'il en est, est-ce qu'il s'en est remis? Bon, il se trouve que c'est devenu un ami, et il était gêné de parler de lui-même peut-être, ou par excès de discrétion, il ne voulait pas, mais pourtant c'était pas très discret de répondre: je suis sorti le premier de l'ENA. Il faut trouver pour développer votre image de marque une façon de raconter les histoires. Alors, il y a dans votre vie toujours 2, 3, 4 événements clés qui ont été des moteurs symboliques de changement. Vous êtes passé par votre premier job, qui était peut-être le fait du hasard, puis vous avez quitté parce que vous avez senti une crise personnelle par rapport à ce premier job, et vous êtes orienté vers autre chose. Ça mérite d'être raconté. Pourquoi étiez-vous en opposition avec vous-même dans votre premier job ou dans votre deuxième job? Et comment avez-vous surmonté? On appelle ça la trilogie CAR, C-A-R. En français, ce serait DAR, parce que CAR veut dire challenge. Vous avez eu un challenge, une difficulté, vous êtes tombé au fond du puits, dans insondables, des questions insondables et insolubles. Et puis, vous avez une action que vous avez entreprise, qui a résolu le problème, et puis vous en avez obtenu des résultats. Donc, challenge, action, résultat. Si vous décrivez ce qui s'est passé à l'occasion de cet événement clé de votre vie, vous avez une histoire. Et c'est une histoire d'ailleurs assez passionnante parce que vous avez vu un problème, ça s'est mal passé, vous êtes tombé au fond du puits, puis vous avez agi, ça c'est le suspense,
et vous avez obtenu des résultats qui ont fait que vous êtes qui vous êtes. Alors, ça s'est arrivé probablement 4-5 fois dans votre vie. Je vais vous donner un exemple. Un jour, le président de ma société, qui habitait Chicago, le pauvre est décédé depuis, il aurait 100 ans. Il venait à Paris pour me superviser, j'avais 25 ans, je dirigeais un bureau de chasse de tête tout petit à Paris, on était 3-4 pelés et intendus, et il me, il me donnait des conseils selon la caricature du patron américain, le boss. Vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela, c'est pas ça qu'il fallait faire. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en management la théorie X, c'est-à-dire le comportement hiérarchique d'un patron. Très bien, le comportement hiérarchique, mais il faut un dialogue, une compréhension, un échange, une motivation. Ça lui était totalement inconnu. Et à un moment donné, entre Paris et Poissy, où nous allions voir une usine, au milieu de la chaussée, je me suis arrêté et je lui ai dit de sortir de ma voiture. Un type de 25 ans qui dit à son patron qui a 50 ans, qui peut le virer instantanément, de sortir de sa voiture, c'est tout de même une réaction un peu brutale. Il était très calme. Il m'a demandé d'expliquer ce qu'il était, ce qu'il faisait, pourquoi, quelle était ma réaction. Enfin, il s'est transformé, le boss s'est transformé en psychothérapeute. Et je lui ai dit, vous parlez à des subordonnés comme si c'était des chiens, et vous ne les aidez pas, vous ne les faites pas avancer, vous êtes autoritaire, moi je ne veux pas ce genre de patron, donc je vous demande de quitter la voiture. On était en pleine campagne, hein. Mais c'était existentiel pour moi. J'étais au fond du trou, là. C'était le challenge et au fond du puits. Il a appris à me connaître, il a modifié un peu son comportement, et quelques années plus tard, sans faire une longue histoire, il m'a demandé de venir aux États-Unis, de diriger le bureau de New York, et je lui ai succédé. Parce qu'il estimait que j'avais des valeurs, j'avais de la volonté, je ne mettais rien en travers de ces valeurs, je ne suis pas un intrigant, et si on me tombe sur le poil, eh bien, je réagis, et il estimait que j'avais l'étoffe d'être un patron comme lui, peut-être différent, et il a ajouté que cet incident, qui est grave, avait été pour lui une véritable révélation sur ses méthodes de management qu'il a modifiées par la suite. Et même, il a quitté l'entreprise en la cédant à ses collaborateurs dont j'étais. Je raconte ça parce que c'est un moment clé de mon existence. C'est le moment où j'ai atteint un niveau d'exaspération tel qu'il fallait que ça éclate, et il en est résulté quelque chose de très bénéfique pour lui, comme pour moi. Bon, c'est un peu une histoire excessive, mais il y a certainement chez vous eu des moments clés de réflexion, de crise, et cette crise, vous l'avez résolue d'une certaine façon, et connaître ces crises et ces difficultés que vous avez dû résoudre à certains moments, qui étaient graves, sérieuses, ont réorienté votre existence. Il y en a peut-être 3-4 dans votre vie, mais c'est intéressant d'en tirer les leçons et ça peut servir pour voir qui vous êtes et le degré
de vulnérabilité que vous poserez en déclarant des défauts, des difficultés, quand ça ne se fait pas de faire ce que j'ai fait. Mais j'en pouvais plus, et je me suis expliqué, et ça a été bénéfique. Ben là, vous avez peut-être des moments dans votre vie qui forment votre histoire, c'est votre histoire personnelle, elle s'est résolue par une action, cette action a engendré un résultat, et il se peut que la personne qui prend connaissance de ces 3-4 événements de votre vie vous connaisse et vous apprécie et vous recrute. Il faut choisir les historiettes que vous allez raconter. Il ne faut pas raconter, j'ai dévalisé une banque et puis je suis allé en Floride et j'ai acheté une maison et je suis un homme malhonnête. Mais il y a peut-être des histoires qui vous ont fait progresser. Ça peut être une histoire avec un professeur, ça peut être une histoire avec un collègue, un patron, un contrat, un client. Il y a beaucoup de choses où vous avez appris, échangé et obtenu des résultats positifs. Alors, il y a ces incidents qui peuvent faire partie de vos actions, mais en gros, il faut, dans vos histoires, répondre à un certain nombre de questions. Et il faut que des histoires que vous allez raconter, on puisse comprendre quelles sont vos passions, quels sont vos traits de personnalité clés. Par exemple, toujours revenant à moi-même, puisque c'est un exemple, je viens de faire cet exercice, donc je vous le soumets. Une de mes caractéristiques, c'est la curiosité. Je suis curieux de tout, au point même de poser des questions sur des sujets totalement externes aux affaires, aux conversations, mais c'est une maladie. Vous savez que les enfants je ne sais pas si c'est 3-4 ans, disent toujours pourquoi ceci, pourquoi cela. Ils naissent curieux. Et c'est la société qui leur dit attendez, ne nous embête pas avec ces questions, on t'informe de ce qui est nécessaire, et puis voilà, fiche-nous la paix. Mais moi, je suis resté à ce stade de la curiosité. Et ça m'est. N'importe quel sujet m'intéresse. Si vous me parlez de l'Ouzbékistan, je m'intéresse. Quel gouvernement ils ont, quelle est leur économie, quels sont leurs voisins, quelle est leur relation internationale, leur stratégie, enfin, voilà. Bon, je ne vais pas dire que je vais en faire le centre de ma vie, mais ça m'intéresse. Trop peu de gens sont concentrés sur leur sujet, ils ne sont pas curieux. Moi, si je veux recruter quelqu'un, la curiosité est pour moi une grande qualité. Et réciproquement, si je tombe sur quelqu'un qui apprécie cette qualité, tout de suite, ce sera un lien émotionnel commun. En dehors des choses que vous aimez, il faut qu'émane de votre histoire ce qui vous différencie. Nous sommes tous peut-être totalement différents. Est-ce que c'est parce que vous êtes plus introverti, ou est-ce que c'est parce que vous êtes plus réflexif, vous demandez du temps pour réfléchir, vous n'aimez pas agir par intuition immédiate, ou bien au contraire, est-ce que vous êtes impulsive ou impulsif? Tout ça joue. Et il faut être authentique dans la création d'une histoire. Et cette histoire doit révéler votre vrai tempérament. Alors, j'ai indiqué tout à l'heure qu'il faut que votre histoire réponde à la question: qu'est-ce qui vous a poussé ou inspiré à être dans le domaine ou le secteur ou le job où vous êtes? C'est fondamental. Pourquoi êtes-vous directeur financier? Pourquoi êtes-vous directeur de ceci ou de cela? Alors, j'ai indiqué
c'est le point 4, qu'il faut trouver les 2-3 moments déterminants pour vous au cours de votre carrière qui vous ont fait passer d'un stade à un autre. Qu'est-ce qui a façonné votre cheminement? Qu'est-ce qui a eu le plus d'impact sur vous pour faire de vous qui vous êtes et ajouter de la valeur à votre entreprise? De quoi êtes-vous le plus fier? Parce que la fierté, l'orgueil, quel que soit le terme qu'on met là-dedans, est un très grand élément de motivation. Les gens sentent bien que si vous avez la passion pour un sujet, vous décuplerez de force pour réaliser ce qui vous est demandé. Et puis vous pouvez raconter dans vos histoires, ou votre histoire, ce qui vous a le plus aidé dans votre vie. Revenant à un exemple personnel, j'ai dirigé une entreprise internationale et j'ai vu à un moment donné qu'il y avait une cabale qui était à Los Angeles, mais qui était aussi aux États-Unis, dans divers bureaux américains, où il y a une ou deux personnes qui ont dit oui, oui, Jean-Michel, il va mettre les mains sur la caisse, il va se payer des sommes énormes, et puis nous, on n'aura plus rien, plus de bonus, enfin, une réaction, une rébellion était en train de se préparer. Ils ne savaient pas, les malheureux, que ma force, c'est la transparence. J'ai donc préparé un dossier de distribution de bonus pour tous les cadres dirigeants de l'entreprise, enfin, les partenaires. Et j'ai présenté ce dossier dans la réunion que nous avons eue à Los Angeles. J'ai évidemment supprimé toute tentative de rébellion, puisqu'ils avaient les réponses exactement comment partager les profits, comment partager les dividendes du travail, et ils savaient où ils en étaient. Donc ils ne pouvaient plus dire en secret, il va y avoir des passe-droits. Bon, c'est assez enfantin. Mais quelqu'un qui n'est pas transparent a du mal à faire ça. Alors moi, je raconterais, si j'avais à raconter quelque chose à un employeur, je lui dirais, moi, personnellement, je suis transparent. Quand j'ai une difficulté, j'invite à déjeuner la personne, ou j'ai un rendez-vous, une réunion, et on met sur la table tous les éléments du dossier, même s'ils sont défavorables. Ça permet d'avoir des conversations authentiques et de déminer ce qui est une bombe à retardement. J'estime que cet attribut personnel m'a rendu le plus grand service au cours de ma carrière. J'ai à un moment donné recommandé à mes associés à New York, et c'était dur, de racheter l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils devaient débourser de l'argent, emprunter à des banques et racheter une entreprise où ils étaient employés. On s'est réunis tous ensemble, ils étaient tous contre, et je leur ai dit, voilà les avantages que vous allez en recevoir, et par contre, voilà les inconvénients si vous ne faites rien. Donc au début, il y avait 10 partenaires qui étaient contre moi, et je leur ai dit, bravo, et donnez-moi vos arguments. Et moi, j'ai donné les miens, et ils ont adhéré à mon système. Je n'ai pas eu de problème. Prenez une négociation. Une bonne négociation, c'est une dans laquelle les deux parties connaissent de façon transparente les enjeux. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à discuter. Parce que si on discute du prix, moi je leur dis, vous êtes contre parce que vous êtes vendeur, vous estimez que ça vaut plus, et puis l'acheteur
est contre parce qu'il estime que le prix est trop élevé. Et je dis, c'est parfait. Ça veut dire que vous avez le juste prix. Si tout le monde est dans tes accords sur le prix, c'est bon signe. Ça désarme un peu les gens, il faut reconnaître. Mais on le fait qu'une fois, ça. Alors il faut que vous puissiez décrire les moments où vous avez été dans l'adversité, où vous avez été vulnérable, où vous vous êtes posé des questions sur votre carrière, sur votre vie, et comment vous avez résolu le problème, et comment vous en êtes là où vous êtes. Cet aveu vous donne, avec votre humilité et votre vulnérabilité à avouer, vous donne la confiance de la personne qui veut vous recruter. Ce n'est pas en racontant des histoires embellies qu'on acquiert la confiance, c'est en racontant la vérité. Il faut aussi que vous puissiez parler des moments de votre vie particulièrement réussis. Et une fois que vous avez parlé des moments difficiles, vous êtes en meilleure position pour parler des réussites. Or, c'est ça le sujet. Stratégiquement, c'est le moment de vérité qui est validé par le fait que vous avez été sincère sur les moments plus difficiles. Donc, votre histoire doit tenir compte des deux. Vous validez d'autant mieux que vous avez été sincère sur les moments difficiles. Une chose importante dans votre histoire, il faut qu'il en émane l'éthique ou les valeurs que vous avez. Il faut que ça résulte naturellement. Ce n'est pas en exposant vos valeurs que vous allez les convaincre. C'est en racontant ce qui s'est passé, qui implique un certain nombre de valeurs. Ça, c'est convaincant. Il ne faut pas hésiter à parler des mentors que vous avez eus. De qui avez-vous appris? Et parfois, ce ne sont pas nécessairement des supérieurs, c'est des collègues qui faisaient beaucoup mieux tout, et dont vous avez suivi tous les gestes, et qui vous ont appris un métier. Quels sont vos mentors? Et je vous dirai qui vous êtes. Comment avez-vous appris? Qu'est-ce que vous avez appris qui n'était pas dans les livres? Tout ça, ça résulte de votre histoire personnelle. Alors, il faut du temps, mais vous pouvez faire ça en un week-end. Hein, ce n'est pas l'histoire de David Copperfield en 600 pages. Alors, vous pouvez avoir l'histoire sous forme de réponse à une question. Qu'est-ce qui vous a amené là où vous êtes? Vous répondez en 5 minutes. Si c'est un déjeuner et qu'il veut vous connaître, vous répondez en une demi-heure. Il faut savoir quand s'arrêter. La durée dépend. Ce n'est pas une séance de psychothérapie où vous allez expliquer tout en 3 semaines. Là, il faut sentir la durée. Vous pouvez présenter qui vous êtes en 13 secondes, mais vous pouvez vous présenter en une demi-heure et la personne a le sentiment de vous connaître. Vous pouvez faire ça en plusieurs fois parce que votre interlocuteur reviendra sur votre histoire parce qu'il y a des moments d'humour, il y a des moments de rire, il y a des moments où vous avez appris des choses qui étaient paradoxales et ça passionnera votre interlocuteur. Il ne faut pas avoir peur de faire preuve d'originalité. Il ne faut pas chercher toujours à plaire. Ça ne sert à rien de plaire. Ce qu'il faut, c'est convaincre. Donc, soyez sensible à l'élaboration de votre histoire, suivez une trame, prenez 4-5 moments de votre vie qui ont été déterminants. Vous pouvez avoir eu une vie militaire dont vous étiez passionné,
vous avez votre premier poste où vous avez appris d'un mentor, vous avez changé de poste pour prendre un poste où vous avez tout appris d'une spécialité que vous ne connaissiez pas. Voilà, votre histoire est prête. Vous serez d'autant plus convaincant que vous aurez exposé avec humilité, mais lucidité, les difficultés que vous avez eues. Ça, on l'ai indiqué. Et puis, il faut bien préciser ce dont vous êtes le plus fier et qui dénote vos valeurs. Alors, à quoi ça sert? Vous savez comme moi que ça sert à être crédible, car on recrute les gens sur la confiance qu'on leur donne. On recrute les gens plus sur leur leadership, leur confiance, leurs valeurs, que sur leurs compétences. Parce que les compétences peuvent s'apprendre. La personnalité ne change pas vraiment. On peut s'adapter, mais la personnalité, elle est là. Et les valeurs et les passions, ça évolue dans le temps, mais c'est ce qui vous définit. Quand un employeur potentiel connaît les phases d'adversité que vous avez connues et comment vous êtes arrivé à vous débrouiller pour en sortir et réussir, il aura de l'admiration pour vous. En plus de la confiance, vous aurez acquis l'admiration. Avouez que c'est pas mal. Pour démarrer une collaboration, vous passerez devant tout le monde. Je crois qu'il faut aborder maintenant les questions qui ont été posées. Il y en a eu un certain nombre. Alors Anne-Sophie a posé une question. Comment procéder pour effectuer une enquête de besoins dans une entreprise cible? C'est une question délicate. Parce que l'idéal, ce serait de pouvoir faire une étude de marché. Et si vous faites une étude de marché en interrogeant 5-6 personnes, en leur faisant croire que c'est une étude de marché anonyme, c'est faux. Et puis si vous êtes porté candidat en même temps, ça n'a aucun sens. Il faut donc dire la vérité. Il faut dire à votre interlocuteur, est-ce que vous voyez un inconvénient? Est-ce que j'ai des contacts avec 2-3 personnes dans votre entreprise pour mieux connaître tel aspect et poser des questions? Ça fait partie d'une proposition constructive. Ça me paraît très sain. Souvent, d'ailleurs, les employeurs le proposent. Ils disent, je pense que vous correspondez à peu près, mais il faudrait peut-être que vous voyiez 2-3 personnes dans l'entreprise pour mieux connaître quels sont les besoins auxquels vous pouvez répondre. Ma déformation professionnelle me pousse vers ce qu'on appelle les références. Les références, c'est quelqu'un qui connaît le sujet, mais qui n'est plus dans l'entreprise. Évidemment, c'est l'idéal. Une enquête de besoin dans une entreprise serait parfaite avec quelqu'un qui connaît l'entreprise. Alors, ça peut être un fournisseur, mais ça peut être un ancien de la maison qui a quitté assez récemment. Il faut que ce soit moins de 2 ans. Sinon, il ne sera plus à jour des besoins. Je crois dangereux de le faire de façon sournoise, comme une enquête, et je suis sûr que ce n'est pas ce que Anne-Sophie avait en tête. Il faut rencontrer des anciens ou des spécialistes de secteur qui connaissent l'entreprise et ses besoins. Les analystes financiers pour les sociétés cotées en bourse connaissent parfois un peu plus de détails sur les besoins de l'entreprise. Mais qui mieux que le DRH connaît les besoins
L'enquête de besoin, elle se fait avec le DRH ou avec un adjoint. Mais pourquoi irait-il dire des choses fausses ou embellir la situation? Je crois que les besoins, il faut poser la question aux recruteurs ou aux talent managers s'il y en a, ou au directeur du développement des carrières. Eux sont au courant des besoins de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais moi je prendrais une approche collaborative avec l'entreprise en disant voilà, bon, les besoins que j'aimerais, les questions que j'aimerais poser, est-ce que je peux les poser à vous ou à d'autres personnes dans votre département ou comment procéder? Colette pose une question. J'ai eu un rendez-vous avec un recruteur d'une entreprise il y a déjà 2 mois. Il avait l'air intéressé par ma candidature. Dois-je le relancer? 2 mois, c'est long, normalement. Bon, il y a peut-être des circonstances qui ont fait que les gens n'écrivent plus ou sont bloqués ou ont pris d'autres directions ou cherchent d'autres candidats pour trouver quelqu'un de différent de vous. Mais dans tous les cas, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'appeler. C'est d'appeler ou d'écrire un mail. J'aimerais parler avec vous parce que je vous ai vu il y a 2 mois et j'aimerais savoir où en est ma candidature pour orienter mes recherches. Ça me paraît tout à fait humain, normal et éthique. Quelqu'un qui verrait d'un mauvais œil cette question ne serait pas dans le bon sens. Je crois qu'il faut relancer, il faut poser les questions. Vous avez d'ailleurs atteint 2 mois, 2 mois c'est long. Enfin, il y avait peut-être des raisons, mais moi je dirais 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. Et une des choses qu'il faut faire lors de l'entretien, c'est systématiquement fixer une date de contact prochain. Quand saurai-je la réponse? À partir de quelle date puis-je vous rappeler? Enfin, poser des questions comme ça. Et qui va m'informer? Et voir quelle est la procédure de suivi. Toute personne organisée doit être comme ça. Alors, Catherine a posé une question. J'ai bientôt 50 ans. J'ai l'impression d'être trop âgé pour me porter candidate à un poste qui me plairait bien. Que dois-je faire pour améliorer ma candidature? D'abord, vous savez que l'âge ne doit pas être pris en compte dans les recrutements. C'est une forme de discrimination interdite. Mais les gens le font tout le temps. Donc, je sais que ça a lieu, je le rappelle, mais c'est un élément et la question est juste. Alors, vous avez l'impression d'être trop âgé, il se peut que ce soit vrai. Il y a des postes réservés plutôt à des gens, des stagiaires ou des gens qui ont 2-3 ans d'expérience et un salaire moindre. Et donc, c'est que le poste est mal défini. Mais si le poste impliquait une expérience véritable de 5-10 ans dans un secteur, on n'a pas le droit de préférer quelqu'un de 38 ans à quelqu'un de 50 ans. Et donc, vous allez mettre en valeur votre dynamisme, vos succès antérieurs. Vous ne parlez pas de votre âge, mais vous mettez en avant les qualités que vous avez. Si la personne, votre interlocuteur, pense que c'est une question de rémunération, ou vous soupçonnez que c'est une question de rémunération, vous donnez votre rémunération, vous pouvez indiquer qu'il y a une flexibilité au démarrage pour vous imposer et trouver le niveau de rémunération juste. Alors, pour améliorer sa candidature, je crois qu'il y a une façon très simple, c'est de parler de ses résultats. Parce que si vous avez 50 ans, vous avez davantage d'expérience que quelqu'un qui a 30 ans. Vous avez eu des succès, vous avez eu des échecs, mais vous avez eu des succès, et vous pouvez vous targuer d'une expérience plus approfondie. Alors, ça dépend des cas particuliers, mais vous pouvez mettre en valeur votre expérience par rapport à d'autres candidatures éventuelles. Et je crois que l'expérience est sans prix.
J'ai interrogé souvent des jeunes managers qui recrutaient dans les départements de ressources humaines. Ils estimaient que l'expérience était très valable. Simplement, il faut que vous le disiez. C'est donnant-donnant. Vous vous présentez à 50 ans, mais vous avez 30 ans d'expérience de plus que d'autres. Donc il faut le mettre en valeur. Il ne faut pas juste une phrase, il faut un petit stock d'expériences réussies qui font que votre âge passera inaperçu et sera même un atout. Il faut essayer de le faire passer comme un atout. C'est ça le secret. Et ça, c'est votre stock d'expérience et de vos réussites antérieures qui doit être le miel qui attire l'employeur éventuel. Il ne faut pas en rester juste à la question juridique de l'âge. Il faut vraiment que vous attiriez le client par des réussites et des expériences. Alors, Bernard pose la question, dois-je passer par le dessus, le DRH, pour que ma candidature soit retenue? C'est une question évidemment essentielle. N'est-ce pas un peu risqué? Pourtant, c'est au niveau supérieur que la décision sera prise. Alors ça, c'est au début, avant même de poser sa candidature, qu'il faut presque l'avoir décidé. Mais là, je suppose qu'on n'est pas dans cette configuration. Mais dans l'idéal, si vous avez un poste opérationnel, que vous pouvez résoudre des problèmes qui dépendent d'un directeur général, par exemple, c'est évident que c'est ce directeur général qu'il faudrait contacter au début. Si lui veut l'opinion du DRH, c'est son problème. Là, vous ne court-circuitez plus personne. Et si vous êtes déjà au niveau du DRH, c'est que le DRH a la confiance de l'entreprise, et notamment du directeur général dont vous serez probablement le subordonné, et vous êtes obligé de jouer le jeu. Vous pouvez, dans l'entretien, suggérer que vous êtes à la disposition de monsieur un tel directeur général, parce que ça vous apprendra beaucoup de choses sur le poste, et lui, ça lui permettra d'apprécier si oui ou non il est intéressé. Si le DRH ne donne pas suite à cette proposition, c'est que vous n'êtes pas retenu comme candidat et que c'est avec l'accord, sans doute, de l'entreprise, par délégation, que vous n'êtes pas retenu. Donc vous ne pouvez rien faire. Repasser par-dessus la tête de quelqu'un qui vous a dit non, c'est un peu délicat. Donc vous pouvez, par la suite, prendre contact direct avec cette personne, une fois qu'on vous a dit non, pour un autre poste, pour un poste différent, légèrement différent. C'est un peu subtil comme approche. À ce moment-là, vous revenez au DRH et le DRH sauve la face en disant c'est pas le même poste, c'est autre chose. Ça, d'accord. Bon, c'est pas toujours simple. Mais je crois que les choses étant comme elles sont, stratégiquement, c'est dès le départ qu'il faut avoir pris la décision qui on approche, soit l'opérationnel, soit le fonctionnel. Normalement, c'est l'opérationnel qui a le plus grand besoin. Mais s'il a délégué au fonctionnel, vous êtes obligé de passer par le fonctionnel. Mais on peut suggérer des voies intermédiaires et les gens ne sont pas vraiment opposés à ça. Car le DRH veut connaître l'opinion de l'opérationnel qui est son client interne à l'entreprise. Donc il y a diverses solutions. Alors je vais résumer un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Nous avons abordé le problème de votre image de marque qui est essentielle pour renforcer votre candidature dans divers postes. Je rappelle que si vous avez des pistes différentes, il faut que vous ayez une image de marque qui englobe ces diverses pistes. Ce n'est pas du tout une contradiction. L'un d'entre vous a une piste logistique et l'autre
une autre piste qui est l'Afrique. On peut très bien avoir deux pistes comme cela. C'est avoir plus d'une corde à son arc. C'est comme moi, je pourrais très bien être chasseur de tête, mais aussi spécialiste de coaching en recherche, de poste. Donc, ce sont deux voies qui sont complémentaires. On peut même avoir trois voies complémentaires, ça prouve qu'on n'a plus d'une corde à son arc et c'est très bien. Cette image de marque doit se renforcer par divers moyens que je vous ai indiqués. Et le moyen le plus puissant, c'est d'avoir une histoire. Au moment où on vous pose la question, sans ennuyer l'interlocuteur, vous êtes prêt à la raconter, ayez bien dans la tête ce que vous voulez dire, qui définit votre vie et pourquoi vous en êtes là où vous êtes. C'est un moyen puissant d'être recruté. Ne le négligez pas. J'espère que vous progressez bien dans la recherche de votre poste idéal. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors, vous savez dans quelles circonstances, soit parce que vous sentez un blocage, vous cherchez à faire redémarrer votre recherche, vous manquez d'imagination sur telle ou telle piste. Parfois, on est sec, on est à sec et on a besoin d'idées et partager des idées avec d'autres. Je suis à votre disposition pour le faire. Ma porte vous est ouverte, plus exactement mon téléphone et mon Skype vous est ouvert. Je vous souhaite une très bonne journée et tous mes vœux vous accompagnent.